Donc Sandrine Babonneau, donc urbaniste, référente urbanisme et santé à l'AGUR. Donc comme vous le savez, depuis plusieurs années, l'agence travaille sur les questions de santé. Le sujet a pris de l'ampleur, notamment dans le cadre des travaux d'accompagnement pour le PLUI-HD de la communauté urbaine de Dunkerque. PLUI-HD où les élus ont fait le choix de choisir la santé et le climat comme fil rouge. Maintenant que le PLUI-HD a été approuvé, la question c'est comment on passe à l'opérationnel, la partie concrète de comment on traduit les choses. Et c'est vrai que dans ce cadre, il nous paraît intéressant que l'approche santé, l'approche de l'urbanisme favorable à la santé, est un moyen de pouvoir répondre à l'objectif du PADD, du PLUI-HD, qui était de promouvoir une agglomération attractive et où il fait bon vivre. Donc c'est pour ça voilà, qu'on s'est dit que l'approche d'urbanisme favorable à la santé pouvait être un outil. Bon, je vais laisser Mathieu vous donner quelques éléments complémentaires. Mathieu Benoît, du coup, je suis architecte à l'agence et je travaille en binôme avec Sandrine sur ces questions d'urbanisme favorable à la santé. Moi, je voulais vous montrer, avant que les étudiants puissent vous présenter un peu leur travail, à quel point nos choix d'aménagement impactent en fait la santé des populations. Aujourd'hui, il est reconnu par voilà, les scientifiques que l'environnement dans lequel on vit a une influence, qu'elle soit positive ou négative, sur la santé des individus. L'environnement socio-économique, l'environnement qui nous entoure, les modes de vie, les habitudes, tout ça, c'est à peu près 70% de notre santé. Les 30% autres sont liés aux soins médicaux et à la génétique. Donc là, on voit bien que nos choix d'aménagement ont un impact réel sur la santé des populations et c'est un levier en termes de prévention santé et pour le bien-être des populations. Donc on pourrait parler d'urbanisme favorable à la santé comme on le fait là, on pourrait parler d'urbanisme de la prévention, d'urbanisme du bien-être, mais dans tous les cas, pour nous, cette notion, elle est clé parce que pour nous, à l'heure où on parle de ZAN, où on parle voilà, de sobriété foncière, c'est vraiment une clé très importante pour avoir des choses de qualité qui respectent la santé et le bien-être. Tout à fait. Donc, allier densité et santé. C'est vraiment un point qui nous paraît, une thématique qui nous paraît extrêmement importante. D'ailleurs, c'est une thématique qui a été spécifiquement ciblée par l'Agence régionale de santé Hauts-de-France, avec laquelle on a une convention de partenariat. Et donc, voilà, l'objectif de ce matin, c'est que les étudiants de l'IAUGL vous présentent leurs travaux qui vont voilà, évoquer comment on est en mesure d'allier densité, santé et bien-être sur un territoire. Donc je vais les laisser se présenter et donc présenter leurs travaux. Je compte sur vous voilà, sur votre bienveillance à l'écoute de leurs travaux. Ça reste des travaux d'étudiants, même si voilà, je ne doute pas que vous apprécierez la qualité de leur travail. Je vous laisse la parole. Merci donc Sandrine et Mathieu. Donc bonjour à tous. Donc comme vous a été présenté avant, on est des étudiants donc de l'université de Lille avec la mention IAUGL. Donc on est donc un groupe composé donc de Juliette Blanchet, Élise Dugardin, Noéna Glick, Mathis Blois, Juliette Zavagno et moi-même Baptiste Daniel. Donc on est issus de parcours différents mais dans le master urbanisme à l'université de Lille. Donc l'enjeu ce matin, c'est de vous présenter un petit peu les résultats en fait, de nos travaux sur la question suivante, qui est la densité et les formes urbaines, pour faire en fait, des espaces urbains qui sont favorables donc, à la santé et au bien-être. Donc en fait, notre présentation, elle s'est axée sur deux grandes parties. Une première partie avec un benchmark qui s'appuie sur des projets, notamment en France, mais également à l'étranger, qui permettent donc de dégager les grandes orientations à suivre pour aménager en fait la ville de demain. Et donc ces grands enseignements, on les a apportés donc dans nos travaux ensuite, puisqu'on a appliqué en fait des projets, on a appliqué ces orientations sur deux projets sur le territoire de la CUD, donc notamment sur Gravelines avec donc deux sites différents. Également, ces recherches elles se sont basées sur deux guides principaux, à savoir un premier guide qui a été réalisé par la chaire Audencia et Réalité, ainsi que le guide Isadora ici même, que Juliette va maintenant vous présenter.
Donc, le guide Isadora, il a été réalisé par l'École des hautes études en santé publique. L'idée de ce guide est de mettre en avant les enjeux d'environnement et de santé au niveau des processus d'opération d'aménagement dans un but d'un urbanisme favorable à la santé. Pour un urbanisme favorable à la santé, il est nécessaire de se focaliser sur 4 thématiques. Donc, la thématique de mixité fonctionnelle, d'habitat îlot, espace public et espace vert et bleu. Au sein de ce guide est également répertorié des déterminants santé. On en retrouve 15 que vous retrouvez sur ce schéma réalisé par l'AGUR. Ces 15 déterminants santé sont répartis en 4 familles. On va avoir la famille environnement-milieu qui correspond à tout ce qui est qualité de l'air, qualité des sols, biodiversité. La famille cadre de vie, donc qui correspond à l'environnement sonore, la luminosité, la température, ce genre de choses. Et le style de vie, c'est les comportements, tout ce qui est lié au comportement individuel, donc l'alimentation, le revenu, l'activité sportive, etc. Et enfin, la catégorie socio-économique, donc là, c'est principalement les équipements et les services. Donc, dans un premier temps, pour répondre à cette commande de l'AGUR, on a réalisé un benchmark avec 9 sites d'études. 9 sites d'études qui sont répartis, 8 qui sont situés en France et 1 qui est situé à l'étranger, donc au Danemark, à Copenhague. Ces 9 sites d'études, derrière, ils nous ont permis d'avoir des exemples pour s'approprier les sites et la programmation dans le Dunkerquois au niveau de Gravelines. Et on a répertorié ces 9 sites d'études dans un tableau qu'on a classifié par ordre décroissant de densité qu'on a calculé en logements l'hectare, avec le plus dense Copenhague avec 152 logements l'hectare, au moins dense le quartier Matra à Romorantin avec 28 logements à l'hectare. Beaucoup d'exemples, beaucoup de spécificités au sein de ces exemples qu'on a répertoriés sur la partie droite, mais on ne va peut-être pas élaborer maintenant cela. Je vais laisser Noé continuer. Alors, de ce benchmark, de ces 9 projets, nous avons retenu 4 grands enseignements concernant la densité et le bien-être. Donc, à savoir que associer densité et bien-être reviendrait à travailler sur les irrégularités, les morphologies et les orientations du bâti. En effet, la création de perspectives permettrait d'augmenter l'acceptabilité d'une certaine densité et de lutter également contre une certaine monotonie au sein des quartiers. Également, le végétal doit être pensé comme une variable intrinsèque au projet et nous pouvons illustrer ce point avec le projet Le Pontet Sud, situé juste ici à Pessac, que vous voyez à l'écran. Aussi, associer densité et bien-être reviendrait à travailler à l'échelle du bâti et du logement. En effet, que ce soit l'emploi de matériaux légers tels que le bois ou l'insertion de lieux de convivialité au sein des projets, cela permettrait une plus grande acceptabilité de la densité et permettrait de répondre également à des enjeux de santé aussi bien mentale que physique. Et nous pouvons illustrer ces 2 points à l'aide de l'exemple de l'îlot Tournesol, situé au Pèlerin en Loire-Atlantique. Donc ce sont ces 4 grands enseignements que nous avons retenus et que nous avons essayé d'appliquer à une programmation que nous allons à présent vous présenter. Donc la suite de notre travail, elle a plutôt été axée sur la mise en œuvre de projets avec le développement d'outils qui vont pouvoir s'appliquer justement au principe de l'urbanisme favorable à la santé avec les résultats de notre benchmark. Donc pour contextualiser un petit peu, on a travaillé sur 2 sites, le premier sur le secteur des Huttes et le deuxième sur le secteur de Pompierre, donc dans la commune de Gravelines, parce que la commune, prochainement, elle va devoir répondre à un besoin en grandissant en logement dû à l'arrivée de nouvelles entreprises et industries en lien justement avec l'extension du port de Dunkerque, donc le projet Cap 2020. Donc le premier site sur lequel on a travaillé, c'est sur le secteur sur le secteur des Huttes. Donc c'est un site qui est plutôt bien intégré au tissu urbain aujourd'hui. Il y a une identité très sportive, il y a beaucoup de terrains de sport et qui est aussi à proximité de la citadelle, tandis que le secteur Pompierre est plutôt en extension urbaine et va devoir s'allier avec la nouvelle entrée de ville, parce qu'aujourd'hui l'entrée de ville se passe ici et on voit bien avec l'extension du port de Dunkerque que cet axe ne pourra plus se faire et donc va devoir passer par la rue du Pompierre. Donc voilà. Donc suite à notre diagnostic territorial, on s'est axé sur, on a développé 3 axes les enjeux de mutabilité du site. Donc on voit bien ici la citadelle pour contextualiser un peu.
Le premier axe sur lequel on aimerait travailler, c'est l'idée de connecter les espaces existants au tissu alentour, notamment sur l'avenue Léon Jouot, où on pourrait travailler sur des nouvelles entrées d'îlots, qui sont aujourd'hui pas du tout comme ça. Aussi sur le désenclavement de la partie ouest, parce que l'école maternelle Pierre Loti, actuellement, elle est assez isolée, avec le tissu habitat qui l'enveloppe. Aussi sur un travail sur des modes actifs, notamment sur le vélo, les espaces piétons aux alentours du site et surtout sur le périmètre qu'on voit ici encadré en bleu sur lequel on va intervenir. Le deuxième axe, c'est le principe d'une espèce d'amélioration du cadre de vie, notamment en créant des nouveaux logements, des espaces publics et aussi des espaces de convivialité, en créant des nouvelles centralités qui vont favoriser la rencontre tout en gardant l'identité sportive existante. Et enfin, le dernier axe est plus axé sur le développement des espaces naturels en travaillant sur des continuités paysagères avec la citadelle, mais aussi avec les jardins partagés qui sont au nord et avec le tissu existant des espaces naturels. Donc voici notre proposition de programmation pour le secteur des huttes qui s'articule surtout autour du logement, des espaces publics. Donc notre idée serait en fait de requalifier les espaces publics, notamment avec 2 promenades. Une juste ici, qui ferait une liaison en fait avec la citadelle, donc très végétalisée, et qui proposerait du mobilier sportif pour garder justement cet aspect sportif sur le site. Mais je vais vous le détailler davantage plus tard. Et puis une promenade d'est en ouest, donc une promenade plutôt sensorielle, écologique, à l'image de ce qui existe à Bréal-sur-Montfort dans le jardin de Brocéliande, donc qui éveillerait les 5 sens grâce par exemple à de la végétation odorante, de la végétation comestible, etc. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait une association, l'association Essémence à Gravelines, qui développe beaucoup d'activités justement autour de la biodiversité, de la pédagogie et puis de l'agriculture urbaine. Donc ce serait intéressant peut-être de faire ce lien avec l'association. L'idée aussi serait d'implanter des maisons individuelles autour de l'avenue en fait, Léon Jouot, disposées en peigne, et puis des petits immeubles collectifs qui ne dépasseraient pas 12 mètres plutôt en cœur d'îlot, ce qui représenterait 66 logements. Donc en tout, cela ferait une densité d'environ 42 logements à l'hectare. Ensuite, pour les cheminements, nous proposons de ne pas faire entrer la voiture au sein de l'îlot. Nous conserver des cheminements à mode actif, c'est-à-dire dédiés aux vélos et aux piétons. Et puis d'insérer peut-être voilà, des locaux à vélo au niveau des immeubles, tout en gardant des postes de stationnement avec des positions assez stratégiques, notamment celle-ci qui pourrait vraiment desservir tous les logements, ainsi qu'une petite poche ici qui pourrait compléter le parking existant qui se situe au nord. Donc pour revenir sur le parcours actif, donc cette promenade juste ici qui ferait la liaison avec la citadelle, l'objectif ce serait d'intégrer en fait du mobilier sportif et notamment des murs d'escalade avec des petits murs d'escalade notamment à l'avant de l'école, plutôt dédiés voilà, aux enfants, ce qui existe par exemple au quai de Seine, et puis des murs un petit peu plus haut en bas, à l'image de ceux qui existent à Pornic, plutôt dédiés voilà, aux adolescents et aux adultes, ce qui favoriserait l'activité sportive et la santé physique du coup, des habitants au sein du quartier. Mais Juliette va vous le détailler un petit peu plus maintenant. Donc maintenant, je vais vous présenter les aménagements qu'on propose en lien avec les déterminants de santé, que vous pouvez également retrouver sur les posters pour ceux qui sont présents dans la salle sur votre gauche. Concernant du coup ces déterminants de santé, donc tout d'abord pour la catégorie environnement-milieu, comme l'a dit Juliette, le but donc, est d'éloigner de la voiture au centre du cœur d'îlot et également de conserver du coup tout ce qui est tissu végétal existant et de faire une continuité de trame verte avec la citadelle. Et tout cela aura pour but en fait d'améliorer la qualité de l'air et donc être favorable à la santé.
Au niveau du style de vie, donc là c'est les pastilles en bleu. Donc nous avons principalement le gros point fort, c'est quand même le parcours actif, donc basé sur l'escalade que Juliette effectivement a présenté juste avant. Et l'idée en fait d'amener ça, c'est d'amener effectivement des modes actifs et ce parcours pour avoir cette activité physique au sein de l'îlot qui était déjà présent avant et être un levier en fait parce qu'on sait que l'activité sportive est un levier contre la prévention de certaines maladies. Ensuite, concernant le cadre de vie, donc là, on s'est intéressé plutôt à tout ce qui est le logement en tant que tel. Donc, au niveau des maisons individuelles, l'idée, c'est d'avoir donc des jardins privatifs et au niveau donc des logements collectifs, d'avoir soit des loggias, soit des balcons et avoir un apport de végétal aussi au niveau de la verticale des bâtiments et potentiellement aussi au niveau des terrasses végétalisées, puisqu'on sait qu'en fait cet apport de végétation va pouvoir amener en fait des microclimats frais grâce au phénomène d'évapotranspiration et créer une sorte de canopée végétale protectrice qui va en fait être favorable au bien-être et au confort des habitants. Concernant le volet socio-économique, donc les pastilles en rouge, nous proposons d'axer cette thématique plutôt sur le côté convivial, avec notamment du mobilier urbain spécifique qui est favorable à la convivialité, pourquoi pas sous forme de table ronde, ce genre de choses, toujours ombragé. Et également de la mise en place avec le parcours de promenade écologique qui en fait a pour but d'être le plus inclusif possible puisqu'il touche les cinq sens et ainsi créer en fait du lien social et on sait que cette création de lien social va permettre aussi d'améliorer donc la santé mentale aussi des habitants. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Noé pour le secteur pompier. Donc tout à fait, à présent nous allons vous présenter notre diagnostic territorial et proposition d'aménagement pour le deuxième site, à savoir celui du Pont de Pierre. Donc du diagnostic territorial, nous avons retenu 3 enjeux principaux, à savoir repenser les mobilités, maintenir et diffuser la trame paysagère et favoriser la mixité des fonctions urbaines. Donc pour le premier axe, nous proposons de renforcer et de développer les mobilités actives, en lien notamment avec les voies partagées situées aux extrémités du site, ici, ici et ici. Nous proposons également la réduction des nuisances liées à l'automobile sur les axes marqués en rouge sur la carte. Pour le deuxième axe, maintenir et diffuser la trame paysagère. Donc nous proposons la mise en valeur de la trame bleue, notamment, on va revenir dessus par la suite, mais à partir d'un watergang qui est ici et actuellement souterrain. Nous proposons également la préservation de la biodiversité existante, notamment au sud du site, et la diffusion de cette dernière au cœur de notre périmètre. Et également, nous proposons l'affirmation de l'interface ville-champ dans la partie sud-ouest du périmètre, donc là où il y aura encore les champs par la suite. Le troisième axe, favoriser la mixité des fonctions urbaines. Donc, nous proposons l'accompagnement et le développement d'une activité commerciale en entrée de ville, donc qui se situerait davantage à l'est de notre périmètre, juste ici. Et nous proposons le développement d'une offre de logement cohérente avec le quartier et notamment avec le tissu urbain déjà présent au nord de la rue du Pont de Pierre. Donc ce sont ces 3 grands axes que nous avons essayé d'appliquer à une programmation. Voilà, donc maintenant on va passer à l'explication de notre programmation un peu plus en détail. Donc comme ce site se situe en contexte actuellement rural avec des champs, nous on voulait encore garder cette trace et affirmer en fait ce caractère rural, notamment avec la création d'un parc urbain dans la partie sud, donc avec vraiment une langue assez large qui garde vraiment ce côté rural. Ce qui serait souligné aussi avec une proposition d'aménagement d'une ferme pédagogique juste ici, en orange, qui permettrait donc de créer vraiment une approche pédagogique sur le rural, que ce soit donc avec les habitants du quartier, mais également l'ensemble des Gravinois. Et donc toute cette trame paysagère viendrait donc leur pénétrer à travers, que ce soit les cœurs d'îlots ou également les grandes traversées qui en fait séquencent l'espace. En complément de ça, en fait, nous on a vu le projet CAP 2020 qui réinterroge l'entrée de ville de Gravelines comme une opportunité
pour y développer une nouvelle centralité, une sorte de vitrine pour le quartier, avec l'installation de 5 cellules commerciales qui verraient donc potentiellement être investies par des producteurs locaux qui mutualiseraient potentiellement ces cellules commerciales et compléteraient et inciteraient la population à manger sain, local, et donc voilà. Mathis va continuer. Alors maintenant, on peut rester sur la précédente, il n'y a pas de souci. Voilà. On va parler de la programmation du logement. En termes de logement, ce que nous proposons, c'est 192 logements sur site, qui sont répartis principalement sur la partie ouest du site. 192 logements, ce qui nous fait arriver à une densité à l'hectare de 34. Cette implémentation vient en complément de ce qui se passe sur la partie nord du site, de l'autre côté de la rue du Pont-de-Pierre. Au sein de ces 192 logements, on a 146 logements collectifs et 46 logements individuels, donc une mixité typologique et une mixité sociale au sein de cet espace. Baptiste vous a déjà parlé des cheminements en interne, mais outre ces cheminements en interne, on a essayé aussi de rationaliser la place de la voiture avec 3 poches de stationnement qui se situent ici à l'ouest, au centre et le long de cet axe-ci et au sud. Ces 3 poches de stationnement qui reprennent 188 places de parking. On les a rationalisées en essayant de les pousser en franges de site. On a créé un nouvel axe, une nouvelle voirie en U, mais cette voirie n'est pas accessible sur l'axe parallèle à la rue du Pont-de-Pierre depuis les commerces. Donc c'est un sens unique sur cet espace-là, ce qui permet de ne pas faire rentrer les voitures au sein du quartier depuis cet axe. On peut passer à la diapo suivante. C'est une focalisation plus spécifique sur le parc agricole naturel urbain, voilà, qui se situe donc sur la partie sud-ouest et qui pourrait venir être étendu jusqu'au parc des Rives de l'Ara, un petit peu plus au sud, avec la réalisation d'aménagements paysagers, notamment la remise en eau du Waterdang, l'installation d'espaces de loisirs récréatifs et pédagogiques, mais aussi le développement d'activités d'élevage et de maraîchage, avec de l'éco-pâturage notamment, ce qui pourrait être en complément de ce qui se fait déjà localement, et la valorisation des milieux naturels. Donc, je vais laisser la place à Noé. Donc, à présent, nous vous proposons une analyse de cette programmation au travers des déterminants de santé, comme l'a fait Juliette pour le quartier des Huttes juste avant. Alors, pour la première thématique, à savoir la thématique environnement et milieu, 2 choses sont à retenir. Dans un premier temps, que les espaces végétalisés, comme on le voit ici, seront majoritairement imperméables et végétalisés. Aussi que la trame verte et bleue s'affirme, notamment le long du Waterdang, juste ici, et avec la création de ce parc agricole urbain. Pour la deuxième thématique, la thématique style de vie, donc à noter l'implantation de jardins partagés sur le principe des jardins familiaux, ici au cœur de notre périmètre, toujours le long du Waterdang, au cœur du parc et à proximité donc, de la ferme pédagogique qui se situe au sud du quartier. Baptiste va vous présenter maintenant le cadre de vie. Donc en ce qui concerne le cadre de vie, on met vraiment l'accent sur la mobilité active au sein du projet, ce complété par du coup une trame vraiment végétalisée qui permet de dégager des îlots de fraîcheur, également complétés par la remise en eau du Waterdang. Et de ce qui est du cadre socio-économique, en fait, vraiment là on crée une nouvelle centralité à l'entrée de la commune de Gravelines, qui met l'accent du coup sur une alimentation saine, locale, avec une approche pédagogique, et ça permet donc aux habitants de se sentir vraiment intégrés avec leur territoire. Donc pour conclure un petit peu sur notre travail, finalement aujourd'hui on sait que ça devient indispensable de travailler sur
des projets avec une certaine densité, conformément à l'objectif de zéro artificialisation nette, mais aussi pour préserver les terres agricoles. Mais bien sûr, il faut penser au bien-être autant psychique que physique des habitants, et justement, cette densité, elle peut leur faire peur. Donc l'objectif de ce travail, il peut être, dans un premier temps, de sensibiliser les collectivités, les habitants et les aménageurs à la perception de l'environnement urbain, justement parce qu'il y a certaines façons de voir comment... Enfin, il y a des différences, en tout cas, de perception de cette densité, notamment avec la hauteur des bâtiments ou même juste la relation entre l'espace privé et public. Et dans un deuxième temps, ça peut aussi servir d'un apprentissage sur les liens entre la densité et la santé, comme justement avec le benchmark qu'on vous propose, mais aussi avec l'application des deux projets qu'on vous a présentés sur votre territoire à l'échelle de la commune de Gravelines. Voilà, donc merci de votre attention, et si vous avez besoin de revoir tous nos planches graphiques, elles sont situées ici. Merci beaucoup, merci de vous être prêté à l'exercice pas facile, vous avez tenu le timing, donc bravo. Avant de passer au temps d'échange, on va passer la parole au professeur qui a été référent pour cet atelier, donc M. Christophe de Mazières. Je vous invite à venir ici. Bonjour à tous et à toutes dans la salle et à travers l'écran. Alors, les étudiants ont parlé sans notes, ce qui est une performance que je salue et je n'en suis pas capable. J'ai pris quelques notes aussi pour être relativement court et tenir le temps, ce qu'ils ont réussi à faire. Deuxième performance, bravo. Je voulais simplement remercier l'Agure de nous avoir fait confiance une nouvelle fois. Alors, c'est pas le 49e projet, mais il y en a quand même eu beaucoup. Ça nous a donné l'occasion de travailler sur un sujet qui est extrêmement porteur. Et bien sûr, pour l'avenir professionnel des étudiants, je crois que c'est très important de travailler sur des sujets qui sont nouveaux, qui sont en train d'apparaître, qui sont en train de se diffuser. Donc c'est un sujet porteur en France, l'urbanisme favorable à la santé. Et c'est aussi, je pense, un sujet qui va devenir de plus en plus actuel sur le territoire où nous sommes, le Dunkerquois et l'axe Flandre, compte tenu de la mise en œuvre de documents d'urbanisme qui sont assez ambitieux, et puis aussi de la révolution économique et urbaine dont il sera question le 28 mai. Alors les étudiants se sont très investis dans ce travail, je crois que ça a été très formateur. Est-ce que l'approche qui vous a été présentée vous semble stimulante? Est-ce que les propositions qui sont faites sont pertinentes? Il y a des choses qui sont avancées sur les cheminements, sur les équipements de loisirs, sur le water gang. Je pense que c'est maintenant le débat qui va permettre d'approfondir un petit peu ce à quoi les étudiants ont pu réfléchir depuis octobre. Donc merci à eux encore une fois. Donc en effet, on va pouvoir avoir une